Et si la Terre se retournait soudain? Et si le continent antarctique migrait sans prévenir jusqu'à l'équateur, perdant en quelques heures la plupart de son manteau de glace, puis finissait sa course en lieu et place du pôle Nord pour geler à nouveau? Et si le soleil se mettait d'un coup à se lever à l'ouest et se coucher à l'est? En bref, et si la Terre décidait sans le moindre avertissement de mettre la tête en bas pour tourner à l'envers? Bon, il va sans dire que les conséquences d'un tel chamboulement seraient cataclysmiques, la fonte momentanée des glaces polaires provoquerait une hausse du niveau des océans de plusieurs mètres, les courants atmosphériques et océaniques seraient déstabilisés, le climat en serait bouleversé, les rythmes du jour et de la nuit seraient déréglés, et de très nombreuses espèces végétales et animales ne survivraient tout simplement pas. En fait, la vie sur Terre vivrait probablement une extinction bien plus massive encore que celle qui a vu la fin des dinosaures. Salut les terriens, voilà bien un scénario digne des plus grands nanars hollywoodiens, tiens. Dommage qu'il ne soit pas de moi parce que Moonfall et 2012 à côté, c'était un peu mou du genou. Heureusement pour nous, un retournement complet de la Terre sur elle-même est une chose qui ne risque sûrement pas d'arriver, n'est-ce pas? Hein? Y a pas de raison que ça se produise. Enfin, en êtes-vous bien sûr? C'est une histoire qui commence il y a bientôt 40 ans, le 11 février 1985. La station soviétique Salyut 7 est alors inoccupée en orbite terrestre, mais les contrôleurs qui suivent sa télémétrie depuis le sol constatent ce jour-là une variation soudaine de l'intensité électrique à bord. Les voyants indiquent qu'un disjoncteur chargé de préserver la liaison radio principale des surtensions s'est déclenché et la liaison secondaire s'est activée. Dans leur tentative de réparer ce qu'ils considèrent encore comme une panne mineure, les opérateurs décident de rétablir de force la liaison principale. Mauvais choix, leur ordre provoque une série de courts-circuits qui grillent aussitôt toutes les liaisons radio montantes et descendantes. En un instant, Salyut vient de perdre toute possibilité de communication ou de contrôle depuis le sol. Elle n'est plus qu'un cylindre pressurisé à la dérive à 250 km d'altitude. Cette fois, la situation est grave. Deux options s'offrent aux responsables du programme, soit abandonner la station à son sort jusqu'à une rentrée atmosphérique incontrôlée, et ensuite attendre le lancement de la future station Mir un an plus tard pour reprendre les rotations d'équipage, soit lancer en urgence une mission pour tenter de sauver Salyut en espérant qu'il reste quelque chose à sauver. Pour des raisons plus politiques que techniques, c'est la seconde option qui est choisie, et 4 mois seulement plus tard, le 6 juin, les cosmonautes Vladimir Dzhanibekov et Viktor Savinik décollent à bord de la capsule Soyouz T-13 pour un sauvetage qui s'annonce au mieux hasardeux. Sans télémétrie, personne ne sait ce qui a causé la panne généralisée de Salyut. Un débris pourrait avoir vidé la station de son atmosphère ou un incendie ravagé son habitacle. De plus, les hommes devront avant toute chose parvenir à s'y amarrer alors que son ordinateur est hors service. Or c'est normalement lui qui transmet au Soyouz les données vitales qui permettent d'évaluer la distance qui le sépare de sa cible et l'orientation de cette dernière. Tout devra donc se faire en mode manuel, et alors que la station n'a probablement plus aucun contrôle en attitude. Il est donc possible qu'elle tourne sur elle-même, ce qui rendrait l'amarrage particulièrement risqué. Si Vladimir Dzhanibekov a été sélectionné, c'est justement parce qu'il a déjà réussi l'exploit d'un amarrage manuel pendant la mission T6. C'est un cosmonaute expérimenté, il a déjà volé 4 fois à bord de Salyut 6 et 7, on compte sur lui pour rééditer sa performance. Son camarade, Viktor Savinik, est lui un spécialiste des systèmes de la station, et à eux deux, ils devront, sans aide extérieure, remettre en état une station spatiale de 20 tonnes. Parvenus à proximité de la station, ils ne peuvent que constater son état, les panneaux solaires supposés suivre la course du soleil sont immobiles et mal orientés, les systèmes sont bel et bien hors service. Et ce qu'ils craignaient s'est produit, elle s'est mise à tourner lentement sur elle-même. Dzhanibekov prend la décision de tenter tout de même l'amarrage sur le port avant, il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, une collision dans l'espace peut avoir des conséquences immédiatement dramatiques. Mais malgré le mouvement de sa cible, il parvient à y arrimer le Soyouz manuellement, puis en respectant des procédures extrêmement prudentes, il pénètre enfin dans le sas. L'air y est à 3 degrés, le chauffage est donc éteint. À l'intérieur de la station, tout a gelé à bord et rien ne fonctionne. Ils n'ont pas d'autre ressources que celle de leur Soyouz, à la fois en eau et en air. Il leur faudra en tout 12 jours pour remettre en route les systèmes un à un et réparer la panne électrique. C'est finalement dans cette station enfin opérationnelle qu'ils achèveront leur mission de 112 jours, et Soyouz T-13 entrera dans l'histoire comme l'une des heures de gloire de l'agence spatiale soviétique. Un film largement dramatisé lui sera d'ailleurs consacré en 2017.